Bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir, bonjour, bonsoir. Il est un peu tard. Vous m'entendez bien? C'est pas trop fort? Ok, je vais devoir gérer mon stress. Bon, alors, en fait, j'ai choisi, quand on m'a contacté, j'ai choisi d'intituler cette présentation « Tumeur au cerveau, pas toujours maligne ». En effet, les tumeurs au cerveau, comme vous le savez, ne sont pas toutes cancéreuses et pour autant, les tumeurs cérébrales non malignes sont bien des tumeurs cérébrales. Ça paraît être une palissade, mais il faut le rappeler. Elles sont des tumeurs cérébrales à part entière, avec leur lot de souffrances et de désagréments. Donc je vais commencer tout simplement par vous raconter mon histoire. C'est en 2008, je vivais aux îles de la Madeleine, à l'occasion d'une investigation, parce que j'avais des problèmes aux cordes vocales, une paralysie de cordes vocales, un truc dont j'avais jamais entendu parler avant, ça existe. J'ai subi donc une IRM et là on a découvert que j'avais un méningiome. Un méningiome, dans 95% des cas, c'est une tumeur non cancéreuse. Le médecin que j'ai vu alors, donc aux îles de la Madeleine où je vivais, comme je l'ai dit, m'a tout de suite rassurée en me disant, vous savez, plein de gens en ont, sans le savoir, si ça se trouve, ça bougera jamais. Donc, il a vraiment voulu être extrêmement rassurant. Et moi, est-ce que c'est par déni ou je ne sais pas, parce que je suis d'une nature... En tout cas, j'étais plutôt anxieuse. Toujours est-il que j'ai mis ça un peu de côté dans ma tête. J'ai évité de parler de tumeur cérébrale, justement, des mots qui font très peur. Quand j'en parlais, je parlais de méningiome. Un méningiome, bon, ça fait moins peur. Et puis j'ai été suivie tous les 2 ans. On me faisait une IRM, j'allais voir un neurologue. Et ça augmentait d'1 millimètre, 2 millimètres, ça augmentait pas. Ça ne suscitait aucune inquiétude et je peux vous dire que j'allais à ces rendez-vous-là beaucoup moins stressée que lorsque j'allais à un rendez-vous chez le dentiste. Donc, c'est pour vous donner du contexte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis revenue vivre à Montréal, j'ai bien sûr rencontré un neurochirurgien cette fois-ci, et qui a voulu reprendre mon histoire, mon dossier à zéro, et m'a fait passer une IRM, et ça correspondait donc seulement à 1 an plus tard par rapport à la précédente. Et donc c'était en mai 2015, je suis allée à ce rendez-vous, comme je vous le disais, moins stressée que pour un dentiste. Ma fille aînée m'attendait dans la salle d'attente à l'hôpital Maisonneuve et quand je suis rentrée là, eh bien, bon, je vais vous la faire courte, ma tumeur avait grossi et grossissait et le neurochirurgien a commencé à me faire des graphiques, à m'expliquer comment il allait s'y prendre pour m'opérer. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai eu le choc et à un moment donné, je lui dis « Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?» Et il me dit, mais il faut bien que je vous explique. Je dis, oui, mais pouvez-vous répéter? Parce qu'en fait, les mots que j'entendais d'opération, de chirurgie, de tumeur cérébrale, je me disais, mais de quoi il me parle là? Je tombais des nues. Donc, moi, mon choc, c'est là que je l'ai eu, donc en mai 2015. J'essaie de ne pas lire mes notes, mais il faut quand même que je me repère un petit peu si je ne veux pas oublier des choses importantes. Donc voilà, j'en étais donc à cette nouvelle de l'opération. En plus, la cerise sur le gâteau, c'est que comme cette tumeur ne menaçait pas directement ma vie, comme plusieurs d'entre vous doivent le savoir, bien la décision finale de l'opération me revenait, ce qui était extrêmement stressant. Et puis la perspective qu'on m'ouvre le crâne, là... C'était terrible, quoi. Je pense que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, et aussi dans les jours et les quelques semaines qu'on suivit. Donc j'ai été opérée 1 mois et demi plus tard à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont par le professeur Balasingham. Oui, donc ça je viens de vous le dire. Donc tout s'est très bien passé. Hein, ça c'est important de le dire. C'est aussi une raison d'avoir beaucoup d'espoir. Tout s'est très bien passé. Ma convalescence s'est déroulée sans problème. Après 2 jours, je suis rentrée chez moi. Au bout d'1 mois, j'avais récupéré. J'avais juste, bien sûr, sous les cheveux,
la cicatrice, ça se situait ici. Et je dis, quand je parle de mon histoire, je dis que mon histoire est une histoire à succès. Et que c'était un cas idéal, on va dire. En résumé, une tumeur asymptomatique, découverte fortuitement, avec un suivi, ma foi, efficace, une décision d'opérer qui s'est avérée tout à fait appropriée, une récupération conforme au pronostic, et tout cela, bien sûr, suivi d'un nouveau suivi préventif. Donc, chaque année, j'ai une IRM pour être sûr qu'il n'y a pas de récidive. Puis, je crois qu'après 5 ou 6 ans, on passe à 2 ans, puis etc. Alors, à ce stade, pour moi, c'est important de souligner, comme je le disais, l'excellent suivi préventif dont j'ai bénéficié et le fait que j'ai été extrêmement bien soignée par le docteur Balasingham et toute l'équipe qui s'est occupée de moi à ce moment-là. Je ne voulais pas que tout ce qui m'est arrivé me soit arrivé pour rien. Vous allez dire, il arrive toutes sortes de choses aux gens dans la vie, mais c'est vrai qu'une tumeur cérébrale, avec tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on imagine, c'est très effrayant, il faut bien le dire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous y êtes confrontés, mais en règle générale, dès qu'on parle de tumeur cérébrale aux gens, ça fait un malaise. Si bien que moi, maintenant, quand je suis amenée à en parler, je dis toujours... Je vais très bien, je vais vous dire quelque chose, je vais très bien, pour pas que les gens partent et puis après ils vous entendent plus. Donc voilà. Mais donc quand tout ça a été derrière moi, en mars 2016, j'ai voulu m'impliquer dans la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales en tant que bénévole. Et il faut croire que les étoiles étaient alignées, puisque quand j'ai proposé mon aide, il m'a été répondu que justement la Fondation cherchait à lancer un groupe de soutien virtuel francophone, donc le premier au Canada, comme le disait Maryse tout à l'heure. Et j'ai donc accepté de jouer le rôle d'animatrice de ce groupe depuis 3 ans maintenant. Et ce groupe se rencontre toutes les 2 semaines. Maintenant, comme je vous le disais en préambule, cette présentation, pour moi, le titre, c'est « Les tumeurs ne sont pas toujours malignes ». Les tumeurs cérébrales, c'est parce que quand on parle de tumeurs au cerveau, et c'est pour ça aussi que ça fait très peur aux gens, c'est que la plupart des gens s'imaginent immédiatement que c'est forcément une tumeur cancéreuse, un cancer du cerveau. Mais toutes les tumeurs du cerveau, je le répète, et vous le savez, ne sont pas cancéreuses. Mon histoire, je vous le disais, est un cas de tumeur cérébrale non maligne, et qui plus est, qui s'est déroulé de manière vraiment idéal, si on peut dire. Mais tous les patients touchés par une tumeur cérébrale non maligne n'ont pas cette chance. En tant que bénévole pour la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales et donc responsable d'un groupe de soutien, j'ai été amenée, comme vous l'imaginez, à rencontrer un grand nombre de personnes atteintes par une tumeur non cancéreuse. Et sans déroger au principe de confidentialité, je peux vous dire que nombre de ces personnes ont vu leur vie bouleversée par une tumeur de ce type, et certaines momentanément, d'autres de manière plus permanente. Donc parfois, bien sûr, c'est la chirurgie, parfois il y a aussi des traitements lourds qui viennent s'ajouter, comme la radiothérapie, la chimiothérapie. Parfois, des gens ont commencé à faire de l'épilepsie, qui leur a fait perdre, par exemple, leur capacité à conduire. Et c'est très important, on ne se rend pas compte, on prend tout ça pour acquis, mais quand on ne peut plus conduire, pour certains, c'est dramatique à bien des niveaux. Donc certains maintenant doivent avoir un traitement contre l'épilepsie à vie. Bon, c'est le moindre mal, on va dire, puisque ça existe, il faut être reconnaissant pour ça. Parfois, la tumeur non maligne a pu entraîner une perte d'autonomie plus importante, comme la paralysie partielle ou totale d'un membre, une mobilité réduite, un arrêt de l'activité professionnelle ou un changement de carrière forcé en raison des capacités réduites. Donc tous ces désagréments ont pu être des conséquences des dégâts causés soit directement par la tumeur elle-même, bien sûr, ou résulter de l'ablation totale ou partielle de la tumeur, ou bien sûr, parfois la tumeur peut ne pas être opérable et donc on revient à la case départ des désagréments causés par la tumeur elle-même. Donc une des raisons qui m'ont amenée à accepter l'invitation de la Fondation aujourd'hui à venir témoigner de mon expérience de survivante, c'est que je souhaite vraiment sensibiliser les gens aux tumeurs cérébrales non malignes, pour que les personnes qui en soient atteintes soient reconnues par tous, qu'elles soient prises au sérieux comme il se doit par tous.
Le corps médical sait de quoi il retourne, bien sûr, mais ce n'est pas souvent le cas du grand public. Il y a une anecdote que je pense que j'avais lue dans une brochure de la Fondation. C'est l'anecdote de la personne qui annonce à quelqu'un, à un proche, qui lui dit, ben voilà, j'ai une tumeur au cerveau. Alors la personne en face, oh, non, c'est pas vrai. Bon, elle est non maligne. Ah, bon, ben ça va alors, ça va. Donc ce genre de réaction est très commun. Et puis je vous assure que la personne qui est atteinte d'une tumeur non maligne, qui elle subit un énorme stress pour toutes les raisons que je viens d'exposer, l'incertitude d'abord aussi, etc., etc., c'est pas la réponse que les gens veulent entendre. C'est assez terrible. Du coup, de manière générale, j'ai l'impression que souvent, les personnes atteintes d'une tumeur non maligne, c'est presque si elles allaient s'excuser. J'ai une tumeur cérébrale non maligne. Attention, on s'entend qu'évidemment, quand c'est une tumeur cancéreuse, on s'entend que c'est à un autre niveau. Il ne s'agit pas de comparer, évidemment. En revanche, il s'agit de prendre les tumeurs non malignes extrêmement au sérieux. Et je le sais, encore une fois, que le corps médical le fait, mais il faut vraiment, je rêve que ça rentre vraiment dans la culture des gens, de prendre ça tout autant au sérieux, en se réjouissant que cette tumeur ne soit pas cancéreuse quand même, en plus. Parce qu'évidemment, c'est une problématique qui se rajoute. Donc, c'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aborde ce sujet aujourd'hui. C'est parce que la sensibilisation du public, eh bien, elle passe par vous, les professionnels de la santé. Elle passe par vous, par exemple, lors des congrès, ou bien à l'occasion de vos contacts avec les médias, ou bien, encore plus important, lors de vos contacts avec des proches des patients atteints par des tumeurs cérébrales non cancéreuses, pour bien leur faire comprendre la gravité du problème. Bien sûr, il ne s'agit pas de paniquer les gens, il ne s'agit pas de faire peur aux gens, il s'agit juste de donner leur juste. Et leur juste, c'est que c'est une question sérieuse et que la problématique, que ce soit un cancer ou pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est une couche problématique supplémentaire. Mais que la difficulté, elle est bien là. Et donc, c'est très important, c'est même indispensable de sensibiliser les gens pour que ces patients soient le mieux entourés possible. C'est vraiment ça le but final, c'est que ces patients soient le mieux entourés possible par tous ceux finalement, par tous ceux avec lesquels ils vont rentrer en contact. Et que personne ne diminue quoi que ce soit, ne diminue ce par quoi ils passent. Beaucoup de patients atteints de tumeurs cérébrales, il faut savoir, souffrent en silence quelque part parce qu'ils doivent gérer leur stress comme ils le peuvent, parce qu'il y a une sorte de complexe. Ben oui, c'est pas un cancer. Et ils ont relativement peu de ressources. Alors là aussi, je pense que c'est une voie à explorer, à ouvrir, pour développer peut-être, pour ouvrir plus les ressources qui existent déjà pour les personnes qui ont un cancer, aux personnes qui ont des tumeurs non malignes. Donc je formule le souhait aujourd'hui que plus personne parmi vous n'utilise jamais le terme bénin en parlant d'une tumeur cérébrale, mais plutôt non cancéreuse ou non maligne. Même si médicalement, je le sais, l'utilisation de ce terme peut se justifier. Mais vous le savez, une tumeur au cerveau n'a rien de bénin. Pensez-y, même si toutes les opérations sont des facteurs de stress, on s'entend là-dessus. Je crois que l'on peut dire qu'en gros, les opérations du cœur et du cerveau comptent parmi les opérations probablement les plus stressantes pour une personne. C'est des trucs, c'est névralgique, c'est central. Mais je dirais symboliquement que si on peut greffer un nouveau cœur, ça va loin aujourd'hui. Hein. En revanche, on ne peut pas greffer un nouveau cerveau, ça n'existe pas. On n'en a qu'un seul pour toute notre vie. D'où le terrible stress qui accompagne un diagnostic de tumeur au cerveau. Serait-elle seulement non maligne? Même si une tumeur cérébrale n'est pas cancéreuse, cette tumeur touche l'organe le plus sensible du corps humain, celui qui régit tout notre corps, y compris notre personnalité. Ce n'est pas à vous, évidemment, des professionnels de la santé, que je vais l'apprendre. Avant de conclure, je voudrais préciser une chose.
je vous parlais au début de cette présentation de l'excellent suivi préventif dont j'ai bénéficié et des bons soins que j'ai reçus durant mon hospitalisation pour la chirurgie. Je voudrais tout de même y mettre un tout petit bémol, mais qui a son importance. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, si mon neurochirurgien, quand je l'ai rencontré et qui m'a expliqué que la procédure était nécessaire, s'il m'a bien pris le temps de m'expliquer le déroulement là-dessus, s'il a bien répondu à mes questions d'ordre médical, j'étais tout de même, rappelez-vous, sous le coup d'une très grosse émotion le jour où il m'a informé donc de l'opération à venir, parce que je ne m'y attendais pas du tout, et j'ai d'ailleurs, comme je vous le disais, j'ai dû le faire répéter. Ce qui fait que c'est bien plus tard que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Comment j'allais être juste après l'opération, à quoi j'allais ressembler. Mes filles, allaient-elles pouvoir venir me voir sans être traumatisées? Valait-il mieux que je me coupe les cheveux, j'en ai beaucoup, pour mieux gérer l'après-chirurgie? Comment j'allais bien pouvoir me laver les cheveux? Tu sais, ça a l'air bête là, mais comment j'allais faire ça? Comment j'allais les coiffer? Comment j'allais gérer tout ça? Parce que mon chirurgien m'avait expliqué au départ qu'il allait faire une petite fenêtre. Et puis en réalité, il a changé d'avis, puis finalement, il a suturé en cousant par-dessus les cheveux. Donc en fait, j'ai même pas été rasée du tout. Mais n'empêche que, imaginez-vous, là, vous avez une grosse cicatrice et puis des points là, puis il faut oser passer par là quand on se lave. Ça a l'air bête, mais on pense pas forcément à cet aspect-là, toujours. Donc je savais plus vers qui me tourner. Et puis, c'est hors de question que j'appelle le neurochirurgien, comme l'a dit le monsieur qui m'a précédé. Vous oubliez une question, c'est fini, vous passez votre tour. Donc ça, c'était pas possible. Je me suis alors dit que j'allais poser ces questions à l'infirmière lors de ma visite préopératoire. Et malheureusement, j'ai rapidement constaté que cette infirmière que j'avais en face de moi n'avait pas été formée pour répondre à mes doutes et à mes questions. Donc il me restait quoi? Il me restait Google. Je vous passerai les détails sur certains pamphlets extrêmement bien faits, mais qui n'étant pas adaptés à mon cas particulier, se sont avérés plus effrayants qu'autre chose, jusqu'à ce que je tombe sur le site de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales pour la première fois. Je ne la connaissais pas avant. Et grâce à ce site, eh bien, j'ai eu connaissance donc, des brochures que la Fondation publiait. Nous les avons commandées, mon mari et moi, et puis nous y avons trouvé des précieuses informations. Donc ça a été un bon début de réponse. Pour faire court, la Fondation m'a été d'une grande aide. Parce que donc, ces brochures, en effet, m'ont aidé à mieux comprendre ce qui m'arrivait, à mieux le faire comprendre à mon entourage. Parce qu'il faut trouver les mots, il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas en enlever, etc. Mais en mai-juin 2015, qui a correspondu à la période donc, qui a précédé mon opération, le groupe de soutien français n'existait pas, mais même le groupe de soutien qui existait en anglais, eh bien, il était trop tard, il faisait relâche pour tout l'été, et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, eh bien, je me fais un point d'honneur à ce que le groupe de soutien virtuel francophone reste ouvert tout l'été, parce que je me dis que les tumeurs ne prennent pas de vacances. Donc ces groupes de soutien qui existent, qui sont offerts par la Fondation, peut-être vous savez qu'ils existent, sinon je vous l'apprends, ils jouent un rôle primordial dans le parcours des patients qui ressentent le besoin d'échanger sur leur expérience ou d'obtenir des informations. Et c'est pourquoi il est vraiment primordial d'informer les patients de l'existence de la Fondation et des services qu'elle offre. Alors je sais, quand vous êtes en contact avec les patients, vous n'en avez pas qu'un pour 2 heures, vous avez beaucoup de choses à faire, mais je pense réellement que ça devrait rentrer dans le protocole, tout simplement, au moins de le mentionner. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est très important que ces gens-là aient connaissance des ressources et tous les canaux sont bons pour les informer, parce que les informer, c'est les aider. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, à chaque fois que vous serez en contact avec des patients, je vous en prie, parlez-leur de la Fondation, puis parlez-leur des services. Si vous ne les connaissez pas tous, pas grave, vous leur dites allez voir sur le site web, il y a plein d'informations dessus. Et donc voilà.
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, oui, il y a quelqu'un. Alors, ce groupe de soutien virtuel dont je m'occupe, parce qu'il en existe un en français en personne à Montréal, et puis en anglais aussi, en personne et aussi virtuel. En règle générale, ben voilà, le mieux c'est de communiquer avec la Fondation. Les coordonnées sont en effet sur le site web de la Fondation. Et puis pour ce qui est du groupe virtuel en particulier, c'est assez simple. On fait ça par téléphone et ou par Internet, par système de caméra, vidéoconférence. Ça fonctionne assez bien. Et les gens viennent, ils viennent pas. Les gens sont complètement libres. C'est là c'est toujours là.